Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo axée pratique où on va parler, comme vous l'avez deviné dans le titre, du contresort. Ça, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. On me demande souvent comment faire pour annuler un sortilège ou voir même si c'est possible, si c'est faisable. Et c'est vrai que c'est une question qui peut être légitime parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire à ce sujet. On va essayer de démêler tout ça aujourd'hui. Alors déjà, on va commencer par expliquer un petit peu ce que c'est que le contresort. Eh bien, il arrive de temps en temps qu'on se tourne vers la magie sur une impulsion un petit peu impulsive, n'est-ce pas? Et qu'on ne réfléchisse pas forcément suffisamment en amont aux possibles retombées que ça peut avoir, aux conséquences que ça peut engendrer, et que, quelques temps après l'avoir fait, on commence à en éprouver du regret. Et qu'on se dise que finalement on n'aurait peut-être pas dû employer cette solution, mais on aurait peut-être dû se tourner vers autre chose. Ça peut être parce qu'on trouve que le sortilège est finalement futile, ou alors qu'il est démesuré, ou que finalement c'est pas ce qu'on voulait vraiment, c'est pas ce dont on avait besoin, mais c'est ce dont on avait envie, ce qui n'est pas la même chose, ou alors carrément qu'on a fait quelque chose qui nous met mal à l'aise parce que c'est finalement quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas en adéquation avec notre système éthique et notre système de valeurs. On est très en colère contre quelqu'un, on a voulu lancer un sortilège pour se venger, et pourtant on prône d'habitude la bienveillance et l'équilibre. Là, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas du tout conforme avec ce qu'on essaye d'être et ce qu'on essaye de devenir. Alors peut-être que voilà, on a été un petit peu dur avec quelqu'un, et que peut-être que la chose en question, on est en colère contre quelqu'un, admettons que vous êtes en colère contre un collègue de travail parce qu'il vous a volé votre agrafeuse, peut-être que c'est pas un crime suffisant pour le bannir complètement et le chasser de votre vie pour toujours, pour une simple agrafeuse, pas très très grave, une agrafeuse. Peut-être qu'en fait il suffisait juste d'aller dans son bureau et de la récupérer en loose day. Après tout, elle est à vous, cette agrafeuse. Oui, on se dispute beaucoup pour les agrafeuses dans les bureaux, j'ai remarqué ça. Je sais pas, l'agrafeuse, hein. Et peut-être le Graal du bureau, bref, c'est encore une autre question. Ou alors peut-être que je ne sais pas, on s'est lancé un sortilège amoureux, et finalement, avec le recul, on se rend compte on a fait ça parce qu'on venait de se faire larguer, mais au fond, on n'est pas prêt, pas prête encore à passer à autre chose. On doit d'abord se guérir, se soigner soi-même, et on se retrouve sous une avalanche de prétendants et ou de prétendantes dont finalement on ne sait plus trop quoi faire. Et ça, c'est un petit peu embêtant. En tout cas, quand on se retrouve face à ce genre de choses, eh bien, on a très envie de briser le sortilège et de faire en sorte que ces effets s'arrêtent brutalement. De dire, oui, c'est bon, ok, je me suis trompée, on arrête tout. Le problème, c'est que bien souvent, face à ça, on fait n'importe quoi, ou alors on ne sait carrément pas du tout comment faire pour faire cesser la chose. Alors il y a pas mal de bouquins ou de sites internet, je parle de bouquins parce que moi c'est surtout ce que j'épluche, mais vous avez compris, pas mal de sources et de ressources sur le sujet de l'ésotérisme qui proposent un petit sortilège de base pour briser un sortilège. Ça, c'est un truc que j'ai retrouvé très très souvent dans les livres. Alors plus trop maintenant. La sorcellerie contemporaine n'est pas trop axée là-dessus. À vrai dire, la sorcellerie contemporaine n'est pas trop axée sorcellerie. On met des quartz dans son bain, vous avez compris. Mais en tout cas, je parle de ma sorcellerie connue, de mon domaine de connu, années 90-2000, à l'époque où j'achetais pas mal de livres à ce sujet-là. Et personnellement, je les ai testés, ça m'est arrivé, parce que oui, ça m'est arrivé sur une impulsion de faire un truc, après j'ai regretté. Qui ne l'a jamais fait? Jetez-moi la première pierre. Un quartz de préférence, merci. Mais pas dans mon bain. Bref, ça fait plouf, c'est désagréable. En tout cas, si jamais ça vous est arrivé à vous aussi et que vous avez testé ce genre de sortilège, eh bien très souvent on s'aperçoit que ça fonctionne pas du tout. Ou mal. Vraiment mal. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez débannir Jean-Jacques qui vous a piqué votre agrafeuse, et finalement c'est vous qui vous retrouvez banni. C'est ennuyeux. Ou alors, vous voulez arrêter de jouer
les Don Juan, Donna, Juana, je ne sais pas, bref, vous avez compris, je ne sais pas féminiser Don Juan, bref, qui attirent tous les regards, et brutalement, eh ben, vous vous retrouvez complètement invisible. En tout cas, pour le genre ou les genres qui vous intéressent. Et c'est un petit peu embêtant qu'on se retrouve avec l'effet inverse de ce qu'on voulait. Alors, la question qu'on se pose, et que je me suis posée, et qu'on me pose souvent à ce sujet, c'est pourquoi est-ce que quand on fait un contresort, les choses ont l'air de se retourner comme ça, ou carrément de ne pas fonctionner et le sort continue? Est-ce que c'est la fameuse loi de triple retour qui s'exprime? Ou le karma, appelez-le comme vous voulez, la justice divine. Ou est-ce que, voilà, c'est une punition de l'univers pour vous dire, la prochaine fois, tu feras attention? Oui et non. Alors, là, je vais faire une référence culturelle extrêmement intéressante, n'est-ce pas? Peut-être avez-vous vu dans les années 90, toujours, parce que je suis une vieille personne, n'est-ce pas? Ayant vécu mon adolescence dans les années 90, au siècle dernier, donc, bref. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelle The Craft, en français Dangereuse Alliance, qui a beau être un film de fiction, a été dirigé par quelqu'un qui a fait appel à des consultants, en l'occurrence des consultantes, je crois que c'était que des femmes, de confession wiccan et païenne, enfin néo-païenne, parce que je crois qu'il y avait une païenne éclectique, quelque chose comme ça, bref, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Épiloguer là-dessus, ça suffira largement, on va laisser les pronoms réfléchis là où ils sont, bref. Et il se trouve que le fait d'avoir eu des consultantes sur ce sujet fait que pas mal de choses qui sont dites dans ce film sont relativement pleines de bon sens et ne sont pas stupides du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Il y a un personnage dans ce film qui tient une boutique de magie et qui sert un petit peu de mentor, de mentor. Oui et non, parce que les filles ne l'écoutent pas, quasiment. Mais qui aurait pu servir de mentor, et ça aurait été bien, aux filles, qui s'appelle Lirio. Et donc, à un moment phare du film, j'essaye de pas vous spoiler, il y a une des protagonistes qui se retrouve avec un sortilège qu'elle a lancé, qu'elle regrette, et donc elle va demander à Lirio comment faire pour briser le sortilège. Et Lirio lui répond cette phrase qu'on devrait tous se faire tatouer sur le front, enfin pas sur le front parce qu'on pourrait pas le lire, on devrait se le faire tatouer sur le dos de la main ou le mettre en fond d'écran de nos téléphones portables, puisque je pense qu'on regarde plus nos téléphones portables que le dos de nos mains, bref, vous avez compris. Elle lui dit, on ne brise pas un sortilège, il faut qu'il suive son cours. Eh bien c'est vrai. Effectivement, spoiler alerte, on ne peut pas briser un sortilège. En tout cas, pas comme on l'imagine, du moins. Une fois lancé, une fois que les énergies sont rassemblées, programmées et relâchées, le truc c'est que le sort ne vous appartient plus. C'est un petit peu comme quand on ouvre une vanne. Voilà, c'est fait. Vous êtes une source, vous avez libéré un flux, et par la force des choses, ce flux va vivre sa vie indépendamment de vous-même. À moins de couper votre propre énergie, ce qui revient à décéder, ce qui n'est donc pas une très très bonne idée, votre sortilège va suivre son cours. Alors je ne vous dis pas de cesser de vivre quand vous voulez annuler un sortilège. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'était vraiment une image extrême pour vous montrer l'absurdité du truc. Bref. En tout cas, il faut garder à l'esprit cette idée de source. Vous êtes une source et vous lâchez dans vos flots des choses. Donc imaginez que votre sortilège, c'est une feuille que vous avez lâchée dans le flot de ce qui va devenir votre fleuve. C'est poétique. La source ne peut pas aller récupérer la feuille. Ça fonctionne pas. La source, elle est là, elle est fixe, elle va pas aller récupérer la feuille. On pourrait envisager de repêcher la feuille, mais c'est pas forcément une très bonne idée. En revanche, ce qu'on peut faire sur un flux, alors l'idée de la feuille n'était pas une très bonne idée, on va plutôt prendre quelque chose de soluble dans l'eau. Parce qu'on peut repêcher une feuille, donc c'est une mauvaise métaphore. Un colorant liquide dans l'eau. On ne peut pas retirer le colorant liquide dans l'eau une fois qu'il y a été mis. C'est impossible, même avec une super épuisette. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut détourner le courant si on ne veut pas que ce colorant arrive à l'endroit où il était censé arriver au départ. On peut peut-être boucher certains endroits, on peut dévier, mais
stopper complètement, ça n'a absolument aucun intérêt, puisque ça stopperait le reste du fleuve qui lui-même n'a pas été coloré. Bah, c'est exactement la même chose en magie, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça veut pas dire pour autant qu'on ne peut absolument rien faire et qu'il faut se dire, eh ben voilà, j'ai jeté un sortilège, mon fleuve est coloré, c'est fini. Oui, vous aurez votre idée de votre fleuve est coloré. Pardon, je suis vraiment désolée, mes métaphores sont dégueulasses en ce moment, bref. Mais ça veut pas dire qu'on n'a aucun pouvoir. Ce que Lirio ne dit pas dans le film, peut-être pour que la protagoniste qui lui a posé la question l'apprenne par elle-même, parce que ça constitue une excellente leçon dans son développement, c'est que si on peut pas briser ou annuler ou arrêter un sortilège, on peut encore le modeler pour en atténuer ou en dévier les effets, l'orienter dans une direction qui est meilleure que celle qu'on avait envisagée au départ. L'idée donc, c'est de revenir le plus près possible de la source, parce que plus on est près de la source, plus ça va être facile de modifier le cours. Vous aurez sans doute remarqué que pour dévier un fleuve, ça va être quand même beaucoup plus facile de poser une pierre à la source au départ que d'essayer de poser cette même pierre au moment où le fleuve fait 20 mètres de large. On est d'accord? Et d'essayer d'offrir un chemin différent à notre sortilège. Alors, on peut essayer de reprendre quelques petits exemples. On va reprendre l'exemple de Jean-Jacques, de tout à l'heure. Vous savez, Jean-Jacques, l'agrafeuse, le rustre qui vous a piqué votre agrafeuse. Sacré Jean-Jacques. De toute façon, on l'aimait pas, Jean-Jacques. Jean-Jacques, en plus, il fume et il boit du café. Il a toujours une haleine de chacal mort. Je suis vraiment désolée s'il y a des Jean-Jacques qui me regardent. Je n'ai rien contre vous, hein, c'est pour l'image. Bref, nous avons banni Jean-Jacques. Nous voulons débannir Jean-Jacques, parce que finalement, piquer une agrafeuse, c'est pas si grave. Et en plus, Jean-Jacques a ramené des croissants. Bon. Jean-Jacques pue la clope, Jean-Jacques pique les agrafeuses, mais Jean-Jacques amène des croissants, c'est pas un mauvais bougre, il a une famille à nourrir, on va essayer de le débannir. Alors, là, la difficulté principale à laquelle on va se heurter avec notre sortilège de bannissement, c'est qu'il faut savoir qu'un sortilège de bannissement, déjà, se heurte au libre arbitre et à l'autodéfense de sa cible. C'est-à-dire que Jean-Jacques, même s'il n'est pas du tout au courant que vous lui avez jeté un sortilège de bannissement, instinctivement, il n'a pas envie d'être banni. Ça fait partie de ce réflexe de survie. Ce qui veut dire que quand vous allez jeter un sortilège, il y a déjà sa propre énergie, un petit peu, si vous voulez, comme un système immunitaire quand on est soumis à une agression bactérienne, virale, etc., qui va s'opposer à la vôtre. Donc, là, c'est une histoire mathématique. En gros, si votre énergie est plus forte que la sienne, et ça c'est souvent le cas quand on lance un sortilège consciemment sur quelqu'un qui lui n'est pas conscient, puisqu'on utilise du coup le conscient alors que lui va utiliser l'inconscient, et on sait que dans nos sociétés actuelles et dans la façon dont l'humain fonctionne, le conscient est souvent plus fort que l'inconscient. On est d'accord? Sauf si vous tombez sur quelqu'un de super intuitif, mais quelqu'un qui pique des agrafeuses n'est pas quelqu'un de super intuitif, je pense. Bref. En tout cas, si votre énergie est supérieure à celle de Jean-Jacques, pouf, vous avez gagné, le sortilège agit, Jean-Jacques va être banni. Or, il se trouve que là, si vous tombez sur un collègue de travail qui n'a pas une intuition énergétique très violente, il y a relativement peu de chances pour que son énergie fasse barrière. En revanche, quelqu'un qui va avoir déjà une énergie, déjà des défenses conscientes, c'est quelqu'un qui est conscient, qui doit protéger son état spirituel et qui donc œuvre déjà dans ce sens-là, par exemple vous, puisque vous êtes bercé dans ce genre de choses et vous avez conscience qu'on peut vous attaquer psychiquement, donc déjà vous développez des défenses, et bien là, ça risque d'échouer. Alors, pour dévier un sortilège sur quelqu'un qui a à peu près autant de spiritualité qu'un fond de tasse à thé, il va falloir offrir un chemin plus confortable à votre énergie. Un chemin sur lequel cette énergie ne va absolument rencontrer aucune résistance et qui va déboucher autre part que sur Jean-Jacques. Alors, parce qu'en fait, figurez-vous que l'énergie, eh bien, elle est exactement comme l'électricité, puisque l'électricité, c'est une forme d'énergie. Elle prendra toujours le chemin le plus court et le plus facile. Donc, moins il y a de résistance, moins il y a de trajet à faire, et plus elle va s'engouffrer. Alors pour ça, l'idée, ça va être de faire un court-circuit. En gros. Par exemple, l'un des courts-circuits les plus répandus en magie,
en magie, je sais pas pourquoi je parle comme ça, en magie, c'est la bouteille de sorcière. Je suis vraiment désolée, je suis schlag aujourd'hui, c'est terrifiant. Alors, vous connaissez sûrement l'histoire le procédé de la bouteille de sorcière. On prend un bocal dans lequel on va mettre des clous, des épingles, des lames de rasoir, des tessons de verre, des trucs qui coupent, qui piquent, qui tranchent, avec des plantes protectrices. Très souvent, on met de la sauge, des piments rouges, du sorbier, ce genre de choses. Généralement aussi du gros sel, et on y met des témoins, des personnes qu'on veut protéger. Des cheveux, des poils, de la salive, du sang, des ongles, des fluides corporels, un échantillon d'écriture, bref. Vous avez compris. L'idée, alors on croit souvent à tort que c'est un sortilège de protection, c'est complètement faux. Hein. C'est un sortilège de déviation, la bouteille de sorcière. C'est pas... la protection, c'est un bouclier derrière lequel on se cache. La déviation, c'est un leurre qu'on met à la place de soi-même pour se barrer en vitesse. En gros, vous savez, c'est un peu le... Vous avez mis un carton géant avec une photo de vous en guise de cible, et puis boum, pendant ce temps-là, vous prenez la tangente. Bref. En gros, les témoins vont attirer à eux les énergies qui seront dirigées contre les personnes auxquelles ils appartiennent. Et les autres éléments qui sont présents dans le bocal, les pointes, les plantes, le sel, vont piéger ces énergies et les empêcher de repartir. Et les neutraliser par la même occasion. En gros, c'est un piège à fourmis. Si vous voulez, dans un sens. On offre à l'énergie, donc la colonne de fourmis, un chemin facile vers la nourriture, vers la cible, mais en fait, on n'en ressortira jamais. Bref, vous avez compris. C'est un peu cruel, les pièges à fourmis, mais bon, vous avez compris l'idée. Alors évidemment, ce qui est le plus simple à faire dans le cas Jean-Jacques, c'est de confectionner une bouteille de sorcière, ou plutôt de sorcier en l'occurrence, pour Jean-Jacques. Donc, on va y mettre les éléments dont j'ai déjà parlé, et on va y mettre un témoin qui lui appartient. Alors, si vous obtenez que Jean-Jacques crache dans votre bouteille, c'est très très bien. Sinon, vous pouvez bien entendu utiliser tout ce qui peut être possible de récupérer. On n'a jamais dit que ça allait être facile. La sorcellerie, c'est pas facile de toute façon, vous le savez. Si c'était facile, tout le monde en ferait. C'est pas mettre un quartz dans son bain, la sorcellerie, c'est aller récupérer la salive de Jean-Jacques qui vous a piqué votre agrafeuse. Sachez en passant, petit aparté, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo, vous savez les choses que j'aurais voulu savoir avant, si jamais je vous la mets là. La terre sur laquelle quelqu'un a marché, ça marche. C'est un très bon témoin, voilà, petit tips. Fin de la parenthèse. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, confectionner une poupée à l'effigie de Jean-Jacques, une poupée style poupée vaudou, vous savez, d'Agide, bien entendu, c'est pas une poupée vaudou puisque vous n'êtes pas en train de pratiquer du vaudou, mais vous savez qu'on utilise cette déformation linguistique pour en parler. Alors généralement on a cette image qu'une poupée dans ce style c'est uniquement pour faire subir des horreurs à la cible, pas du tout. En fait tout ce qu'on lui fait subir est censé être subi à la cible. Mais c'est aussi un dérivatif, c'est-à-dire que si on confectionne une poupée pour quelqu'un, et qu'on ne fait rien dessus, eh bien toute l'énergie qu'on va diriger vers cette personne ira vers la poupée. Pourquoi ? Parce que la poupée ne se défend pas. Toujours dans la même idée qu'elle ne dégage aucune énergie propre, et que donc elle n'a pas de libre arbitre pour s'opposer à l'énergie qu'on lui envoie. Donc c'est un petit peu plus délicat, mais c'est le même principe. Hein. On va attirer les énergies qui sont dirigées vers Jean-Jacques, et on va la piéger à l'intérieur de cette poupée-là. C'est donc quelque chose qui peut être intéressant de faire. Là, on dérive. Autre exemple, notre fameux sortilège amoureux qui n'a pas très bien tourné parce que finalement on n'en veut plus, arrêtez d'en envoyer, notre succès est fou, mais nous avons besoin de temps pour profiter de nous-mêmes et de notre chat. Bref, là c'est un petit peu différent puisque du coup la cible du sortilège, c'est vous. Donc techniquement, ça va être très difficile de donner un chemin plus facile à l'énergie puisque votre volonté au moment du sortilège lui a déjà montré que c'était facile. Voilà, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied, oui absolument. Mais vous le vouliez, hein, au moment où vous avez fait le sortilège, vous le vouliez, donc vous avez programmé votre énergie à recevoir l'énergie que vous vous êtes auto-envoyée. Je fais beaucoup trop de gestes avec mon doigt, mais vous avez compris. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, faites attention à ce que vous souhaitez, ça risque de se réaliser. Hein. Oui, je sais, on n'a pas le droit de dire je te l'avais bien dit une fois que ça a été fait, mais notez-le dans un petit coin, ça peut servir. Donc ça va être un petit peu plus difficile que pour Jean-Jacques, on est bien d'accord. Cela
Cela dit, alors, déjà le fait que vous ayez changé d'avis, ça va opposer une résistance, on est d'accord. Mais ça risque de pas être assez pour s'opposer à l'énergie, et surtout ça risque de créer un ricochet qui va donc engendrer le fameux « j'ai essayé de briser le sort et j'ai obtenu le contraire de ce que j'avais demandé ». Alors c'est plus délicat, mais à cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit. Là, on est sur l'inverse du sortilège de tout à l'heure, on n'est plus sur du bannissement, on est sur de l'attraction. Ça vise à attirer l'attention, en l'occurrence des partenaires potentiels, vers vous. Donc on est dans une idée d'augmentation, de croissance. Donc là, on va certainement pas piéger l'énergie, puisque l'énergie, elle est censée croître, grandir. Donc si on la piège, elle va continuer à croître et elle va finir par ressortir, c'est ce qu'on appelle l'effet cocotte-minute. Et généralement, c'est pas bon. Du tout, parce que l'énergie de bannissement, elle est censée décroître, donc si on la piège, elle va lentement décroître, tout ira bien. Là, en l'occurrence, ça risque d'exploser, ce serait dommage. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est la diriger vers autre chose, où elle pourra suivre son cours de manière productive, mais sans que ça donne le résultat dont vous ne voulez plus. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est sortir 5 minutes le nez de notre nombril, et essayer d'être généreux ou généreuse. Alors, par exemple, on pourrait se dire qu'on pourrait faire bénéficier des énergies de notre sortilège pour quelqu'un d'autre. Ça veut rien dire cette phrase. On pourrait faire bénéficier quelqu'un d'autre des énergies de notre sortilège. Il faudrait mieux que je fasse mes phrases à l'avance dans ma tête. Ah là là, si j'avais un prompteur, ça n'arriverait pas, mais vous avez compris. Alors, là encore, on va pas se mêler forcément de la vie des autres, mais on va se dire qu'on va faire bénéficier quelqu'un qui a vraiment besoin de cette énergie, plutôt que nous, qui n'en avons finalement pas besoin. C'est un petit peu comme quand on essaye de revendre un livre qui nous plaît pas. On a lu un livre, il nous a pas plu, on va le revendre ou on va le mettre dans une boîte à livres, on va le donner, et puis peut-être que quelqu'un va le prendre et va l'adorer. On va faire la même chose avec l'énergie. Alors malheureusement, je n'ai jamais trouvé dans les villes de boîtes à sortilèges foirés. C'est très dommage, on pourrait avoir une boîte à sortilèges foirés. Ce serait super bien, ce serait une idée ça. Ou pas, une boîte dans laquelle, vous savez, on mettrait genre une vieille boîte aux lettres ou une vieille cabine téléphonique dans laquelle on met des rayonnages avec tous les sortilèges qu'on a foirés en disant « Tiens, j'ai fait un sortilège d'amour, si tu le veux, prends-le ». Ça pourrait être une idée, mais on va pas le faire physiquement, on va le faire spirituellement et de manière imagée. Bref. Alors évidemment, il n'est pas question d'aller le faire sur quelqu'un de précis. Quand vous laissez un bouquin dans une boîte à livres, ou quand vous le vendez, sur Rakuten ou Vinted ou que sais-je encore, vous ne savez pas qui va l'acheter ou qui va le prendre. Vous ne le destinez pas à quelqu'un en particulier. C'est quelqu'un qui va venir faire la démarche de regarder, de choisir et de se dire « ça je veux ». Ça c'est important. Donc on va plutôt l'axer non pas sur une personne, mais sur un lieu. C'est-à-dire sur un endroit où il pourra, ce sortilège, être ramassé par quelqu'un qui en aura vraiment besoin. Par exemple, dans le cas de notre sortilège d'amour, on peut envisager de le diriger sur un endroit où il y a des rencontres amoureuses. Ça peut être, je sais pas, une boîte de nuit, un bar, un restaurant, ce genre de choses où on se rassemble, où on se rencontre, un parc public, ce genre de choses. Et on va reprogrammer notre sortilège de manière à ce que la personne qui va le ramasser puisse en profiter. Donc, comment on fait? Parce que c'est bien joli, mais comment on fait? Alors, si jamais vous aviez fait votre sortilège sous forme de sachet, vous allez aller le vider à cet endroit. Et vous allez symboliser le fait que vous vous détachez du charme. Par exemple, vous pouvez imaginer attacher un morceau de ruban à votre doigt, un autre morceau de ruban au sachet, et vous allez le couper avec votre atamé au moment de vider le sachet. Vous montrez bien que le lien entre vous et le sortilège est rompu, mais que ce sortilège a quand même une énergie qui doit aller quelque part, et que la personne qui aura envie de la ramasser la ramassera. Ça peut être quelque chose comme ça. Si jamais vous aviez fait sous la forme d'une bougie, dans ces cas-là, vous allez allumer la bougie à l'endroit en question et vous allez ensuite la souffler
à cet endroit-là. Oui, c'est un des moments où on va souffler la bougie, absolument. Vous allez la souffler à ce moment-là pour signifier que vous allez disperser l'énergie à cet endroit-là. Si vous aviez tracé un sigil, allez le tracer là-bas et effacez-le symboliquement sur vous. Voyez un petit peu l'idée? On le défait sur soi et on le refait ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas le sortilège, on le transfère. On l'a revendu sur Vinted. Un sortilège d'occasion? Tout se recycle. Vous avez compris. Bref, toujours est-il qu'on peut avoir pas mal de cas de figure comme ça. Même, on a parlé de l'attraction, on a parlé du bannissement. On pourrait aussi parler d'un sortilège qui n'est pas adapté. Par exemple, un sortilège que vous avez lancé sur quelqu'un sans que la personne le demande et qu'en fait vous avez mal ciblé les besoins de la personne et que c'était pas du tout ce dont la personne avait besoin. Par exemple, vous voyez une amie qui galère en ce moment financièrement parlant et vous lui jetez un sortilège pour qu'elle obtienne un emploi. Or, il se trouve que, en fait, elle est incapable de travailler. Vous n'étiez pas au courant, mais elle est enceinte. Et du coup, avoir un emploi pour elle, avoir un nouveau boulot en ce moment, c'est vraiment pas possible parce que, du coup, elle va être obligée de dire qu'elle est enceinte et elle va se heurter à des refus systématiquement puisque personne ne va recruter une personne qui va se mettre en arrêt maternité dans quelques mois. Donc, c'est pas du tout ce dont elle avait besoin. Elle aurait eu besoin d'un autre coup de pouce différent. Donc, dans ces cas-là, on pourrait à la fois dévier l'énergie qu'on a dirigée sur notre ami en question et faire en sorte, comment dire, on peut reprendre l'exemple de la bouteille de sorcière, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais il va falloir aussi se détacher, nous, parce qu'on n'aurait jamais dû mettre notre nez là-dedans. Donc on peut tout à fait imaginer de faire cette chose-là en 2 temps. Un premier temps où on va donc dévier l'énergie, avec notre fameuse bouteille, notre fameuse poupée, etc. Et un second temps où on va se détacher nous-mêmes de cette situation, par exemple en reprenant ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le ruban qui nous lie à un symbole du sortilège et en tranchant le lien pour ne plus avoir de lien avec cette situation qui en fait ne nous appartient pas. Vous avez compris l'idée. C'est un petit peu plus complexe comme situation, mais c'est faisable aussi. Vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait. Bref. Alors, effectivement, vous l'avez vu, c'est pas facile. C'est pas forcément toujours très confortable, mais c'est pas impossible. Ce qu'il faut surtout, c'est toujours bien comprendre et bien garder en tête la composition, le fonctionnement et le déroulement du sortilège pour le dévier de la meilleure manière possible. Du coup, vous l'avez compris, proposer un contresort générique et passe-partout, c'est un non-sens, ça fonctionne pas. Donc les fameux sortilèges, vous savez, où on met une bougie dans un bol d'eau, on dit c'est mon sortilège et quand la bougie va fondre et que la lumière va s'éteindre, c'est que le sortilège est brisé, ça marche pas. Ça marche pas, du tout. Alors, deuxième cas de figure, parce que ça c'était que le premier cas de figure. Oui, cette vidéo va être longue, on est reparti sur les vidéos de 45 minutes, vous avez compris. Là, on a parlé des sortilèges qu'on lançait nous-mêmes. Quid des sortilèges dont on est la cible? Si on veut briser un sortilège qu'on nous a lancé, parce que ça peut arriver, c'est très très rare, généralement quand vous n'avez pas de chance, vous n'avez juste pas de chance, vous n'êtes pas forcément maudit. Mais si vous le savez, par exemple, c'est un sortilège que vous avez demandé à quelqu'un qui vous l'a lancé, puis au final, vous avez vous avez réfléchi et vous êtes dans exactement la même situation que tout à l'heure, vous dites non, finalement, c'est pas ça que je voulais. Ou alors, d'une personne malveillante, mais ça peut être aussi un sortilège bienveillant. Eh bien, bonne nouvelle, on fait exactement pareil. Voilà. Donc, si vous êtes la cible d'un charme qui va parler de bannissement ou de décroissance, par exemple, si on cherche à vous éloigner, à vous retirer quelque chose, à vous faire perdre quelque chose, à diminuer quelque chose, eh ben, bouteille de sorcière d'Agide. Si vous êtes plutôt la cible d'un sortilège d'attraction, si on cherche à vous faire venir, à vous séduire, à vous donner quelque chose, ou à vous le vendre, hein, bien sûr, à augmenter quelque chose, eh bien, déviation sur quelqu'un ou sur quelque chose qui en voudra plus que vous. En revanche, si jamais on vous a lancé quelque chose de très très négatif que vous n'avez absolument pas envie de mettre entre les pattes de quelqu'un, et ça,
on est bien d'accord que c'est une bonne idée. On va pas aller vendre un vêtement imprégné d'arsenic sur Vinted, on est d'accord. Ou si jamais la personne qui vous l'a lancé a l'air d'être bien acharnée dans son truc et de vouloir passer à la vitesse supérieure si elle voit que ce qu'elle a fait, ça donne rien. Il y a des gens qui sont capables de mettre une énergie extraordinaire hein, dans le fait de pourrir la vie à quelqu'un, alors qu'il pourrait faire des choses tellement plus constructives comme du macramé par exemple, mais non, on pourrit la vie des gens. Mais là, en fait, on va passer à l'offensive aussi, on va passer au niveau supérieur. On peut se servir un petit peu du même principe que de la bouteille de sorcière, de la d'Agide et compagnie, mais on va y mettre un petit bonus, puisque l'énergie ne va pas rester piégée, mais on va lui faire demi-tour. On va faire goûter un petit peu de sa propre médecine à la personne qui nous a lancé ce vilain sortilège. Et la plupart des sortilèges dans ce sens-là utilisent des miroirs. Donc là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on tapisse l'intérieur de la bouteille de miroirs ou que l'on place la poupée sur un miroir directement. En général, on essaye de diriger le miroir vers la cible. Alors, dans ces cas-là, si jamais c'est un collègue de boulot, vous le dirigez vers son bureau ou l'endroit où il ou elle travaille. Si c'est quelqu'un dont vous connaissez l'adresse, eh bien vous le dirigez vers le point cardinal où se situe l'adresse. Vous n'êtes pas obligé de le braquer sur lui. N'allez pas vous mettre devant Jean-Eudes qui vous a jeté un sortilège en mettant un miroir en disant « Regarde ce que t'as fait, Jean-Eudes !» Non, ça ne fonctionne pas. Quoique ça peut marcher sur un coup d'esbrouf, on ne sait pas, vous pouvez lui faire peur. Mais en tout cas, voilà, on utilise un petit peu ce genre de choses. Après, ça, c'est une magie un petit peu plus complexe, qu'on va pas aborder dans cette vidéo, parce que ça ferait beaucoup de choses, hein. Elle fait déjà 31 minutes, mon lieu. Je voulais la limiter à 30 minutes, c'est raté. Mais voilà, on aura l'occasion de reparler de ce genre de choses, mais sachez que c'est possible aussi, et que utiliser des miroirs pour renvoyer un sortilège à l'envoyeur, ça marche assez bien. En général, ça décourage un petit peu. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné un petit peu sur ce qu'on pouvait et qu'on ne pouvait pas faire en matière de contresort. Vous aurez compris qu'un contresort techniquement n'existe pas. On a plutôt des sorts de déviation ou des sortilèges de transfert, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Si vous voulez me soutenir, j'ai un petit Ko-fi où vous pouvez me payer symboliquement un petit café. Vous pouvez aussi bien entendu rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon qui va bientôt commencer sa 6e année. Je suis émue, d'ailleurs on va en reparler très très vite. Donc qui vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois, tous les mois. Oui, c'est la rengaine qui vous poursuivra jusqu'à la fin de vos jours. Bref, n'hésitez pas à partager tout ça. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous souhaitez, ça risque de se réaliser et réfléchissez toujours avant de jeter des sortilèges à tour de bras. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. À très vite. Ciao!